Bonjour à tous, bienvenue à ce cours de probabilité où cette fois-ci on va parler d'événements indépendants et donc de la notion d'indépendance. Donc petit rappel, si vous regardez cette vidéo sur YouTube, je vous invite à regarder l'ensemble du cours de maths de terminale et aussi le reste des vidéos sur le chapitre de probabilité sur leornian.net. C'est gratuit, inscrivez-vous, n'hésitez pas, moi ça m'aide. Alors maintenant, on va revenir sur le principe d'indépendance. Alors, qu'est-ce qu'on appelle quand est-ce qu'on dit que deux événements sont indépendants? Donc, je commence d'abord avec une loi de probabilité grand P et un univers grand oméga. Ça, comme d'habitude. On dit que deux événements A et B, donc là, on prend deux événements qui sont de probabilité non nulle, c'est-à-dire deux événements possibles. On dit qu'ils sont P indépendants lorsque la réalisation, ou non, de l'un n'a pas d'influence sur la probabilité de réalisation de l'autre. C'est-à-dire, probabilité sachant B de A, c'est égal à probabilité de A, ou probabilité sachant A de B, c'est égal à probabilité de B. Alors là, remarque, ça veut vraiment dire que le fait de savoir B ou pas ne joue absolument pas sur la probabilité de A. Donc c'est vraiment ça la notion de P indépendance entre A et B. C'est que A et B sont P indépendants si vraiment la probabilité d'avoir A c'est la même que la probabilité d'avoir A en sachant B. C'est-à-dire le fait de savoir B ou pas ne change rien. Je vais donner un petit exemple logique. Si on imagine deux choses qui ont l'air d'avoir rien à voir. Par exemple, quelle est la probabilité d'avoir que mon oncle s'appelle Jamy et quelle est la probabilité que j'ai une plante sur mon balcon? A priori, ces deux choses ont sûrement rien à voir entre elles. Donc, que je sache ou non si j'ai une plante sur mon balcon, la probabilité que mon oncle s'appelle Jamy, ça sera toujours la même. Donc, ces deux événements seront indépendants. Alors, petite convention, on convient qu'un événement A tel que la probabilité de A est égale à 0, c'est-à-dire un événement de probabilité nulle, et ben il est P indépendant de n'importe quel autre événement. C'est-à-dire un événement qui peut pas se passer, il est indépendant de tous les autres. Donc conséquence. Donc soit A et B des événements, tels que la probabilité de A et la probabilité de B, soit les deux différentes zéros. Si A et B sont indépendants, alors par définition de probabilité sachant B de A, on a probabilité de A inter B, c'est probabilité sachant B de A fois probabilité de B, ce qui est égal à probabilité de A fois probabilité de B. Parce que là, on a dit que A et B sont indépendants, donc ça veut dire que probabilité sachant B de A, c'est bien probabilité de A. Réciproquement, si probabilité de A inter B c'est égal à probabilité de A fois probabilité de B, alors on a probabilité sachant A de B fois probabilité de B, c'est probabilité de A fois probabilité de B, parce que ça c'est égal en fait à probabilité de A inter B qui est égal à probabilité de A fois probabilité de B, et donc en conséquence, probabilité sachant B de A, c'est égal à probabilité de A. Et probabilité de même, probabilité de A sachant B fois probabilité de B sachant A fois probabilité de A, c'est égal à probabilité de A fois probabilité de B. Donc, probabilité sachant A de B, c'est égal à probabilité de B. Donc, si probabilité de A inter B, c'est bien probabilité de A fois probabilité de B, dans ce cas, les événements A et B sont indépendants. Donc ici, on a fourni un bon critère pour savoir si deux événements sont indépendants ou pas. Donc voilà. Donc maintenant, vraiment, on va se souvenir que pour savoir si deux événements sont indépendants, alors, soit on peut dire que probabilité sachant B de A, c'est probabilité de A. Soit on peut dire probabilité sachant A de B, c'est probabilité de B. Mais on peut aussi dire, et il suffit de dire, que probabilité de A inter B, c'est égal à probabilité de A fois probabilité de B. Donc là, on a une nouvelle manière de montrer que deux événements sont indépendants. Alors, théorème, critère d'indépendance de deux événements. Deux événements A et B sont P indépendants si et seulement si probabilité de A inter B
est égale à la probabilité de A fois probabilité de B. C'est-à-dire la probabilité que mon oncle s'appelle Jamy et que j'ai une plante sur mon balcon, c'est égal à la probabilité que j'ai une plante sur mon balcon fois la probabilité que mon oncle s'appelle Jamy. Et donc vraiment cette notion-là, ça va être super pratique parce que ça va nous permettre de transformer tous les et, c'est-à-dire je tire un roi et ma pièce tombe sur pile et mon dé tombe sur un 5. Et ben ça va être probabilité d'avoir un roi fois probabilité d'avoir, je sais plus ce que c'était, un pile et probabilité d'avoir un 5. Donc ça va être fois. Donc c'est vraiment tout l'intérêt de cette notion d'indépendance, c'est de pouvoir passer à des fois comme ça très facilement. Donc, exemple, on lance 2 dés et on désigne par A l'événement, le premier dé amène un nombre pair, et par B l'événement, le deuxième dé amène un nombre impair, et par C l'événement, les 2 dés amènent un nombre pair. Donc, là on se doute bien que A et B risquent d'être indépendants. On va le démontrer, mais ici, parce que A c'est lié au premier dé, et B c'est lié au deuxième dé, et le premier dé et le deuxième dé ont l'air de rien avoir l'un avec l'autre. Je peux très bien lancer un tandis que je suis sur Mars et l'autre tandis que je suis sur Terre. Ils ont rien à voir. Donc, l'événement A, que le premier dé soit un nombre pair. Bon, bah la probabilité c'est 1 demi, parce que j'ai 3 nombres pairs sur 6, ça fait 1 demi. Probabilité que le deuxième dé apporte un nombre impair, bah c'est aussi 1 demi, j'ai 3 nombres impairs sur 6. Et l'événement, les 2 dés amènent un nombre pair, bah ça veut dire que le premier dé amène un nombre pair et le deuxième dé amène un nombre pair. Donc ça c'est les événements, enfin les issues possibles, c'est les issues 2-2, 2-4, 2-6, 4-2, 4-4, 4-6, 6-2, 6-4, 6-6. Ce qui fait en tout, si je me trompe pas, 9 issues, tandis qu'à la base on avait 36 issues. Donc ça fait 9 sur 36 qui fait un quart. Et probabilité de A inter B, c'est-à-dire probabilité que le premier dé amène un nombre pair et que le deuxième dé amène un nombre impair. Et ben c'est toutes les issues possibles, c'est 2-1, 2-3, 2-5, 4-1, 4-3, 4-5, 6-1, 6-3, 6-5. Donc j'ai encore 9 issues sur 36, ce qui fait un quart. Donc probabilité de A inter C par contre, alors là je crois qu'il y a une petite erreur ici. Probabilité de A inter C c'est quoi? A inter C ça veut dire que le premier dé amène un nombre pair et les 2 dés amènent un nombre pair. Donc A est clairement en fait inclus dans C. Donc en fait ça c'est probabilité de A. Non désolé, C est clairement inclus dans A. Parce que C arrive moins souvent que A. Pour si j'ai C, si les 2 dés amènent un nombre pair, alors forcément le premier dé amène un nombre pair. Donc j'ai C qui est inclus dans A. Donc C est inclus dans A, donc probabilité de inter C en fait c'est probabilité de C, et en fait en réalité c'est un quart. Donc ici il y a une erreur, c'est un quart. Et probabilité de B inter C par contre, c'est-à-dire que les 2 dés amènent un nombre pair et que le deuxième dé amène un nombre impair, bah c'est un événement qui est impossible, parce que si le deuxième dé amène un nombre impair, bah c'est pas possible que les 2 dés amènent un nombre pair. Donc probabilité de B inter C c'est bien égal à 0. Alors on conclut, A et B sont indépendants. En effet, probabilité de A fois probabilité de B c'est un quart, ce qui fait bien probabilité de A inter B. Par contre A et C sont dépendants. En effet, probabilité de A fois probabilité de C, ça fait 1 demi fois 1 quart, ce qui fait 1 huitième. Et si on avait dit, alors là il y avait une erreur de calcul, hein, mais c'était 1 quart. Donc 1 huitième c'est bien différent de 1 quart. Et B et C sont aussi indépendants. Probabilité de B fois probabilité de C, ça fait 1 huitième. Mais probabilité de B inter C, c'est égal à 0. Alors ça c'était le premier exemple. Maintenant on va lancer une pièce 2 fois de suite et on considère les événements A1, on a face au premier lancé, et A2 face au second lancé. Alors l'ensemble des issues c'est face-face, face-pile, pile-face, pile-pile. Et on calcule, probabilité d'avoir face au premier lancé, bah, c'est 1 demi. Probabilité d'avoir face au deuxième lancé, c'est 1 demi. Et probabilité d'avoir face au premier et au deuxième lancé, c'est-à-dire probabilité de l'événement A1 inter A2,
et ben c'est probabilité de l'issue FF, c'est-à-dire c'est 0,25 parce que c'est 1 divisé par 4. Les événements sont indépendants, ce qui est rassurant parce que ça veut dire que quand je fais des pile ou face, le premier pile ou face n'influe pas sur le deuxième pile ou face. Alors, petite remarque, deux événements A et B incompatibles et qui sont de probabilité non nulle sont toujours dépendants. Alors, imaginons A et B sont incompatibles, c'est-à-dire les deux peuvent pas se passer en même temps, et que les deux n'ont pas de probabilité nulle, c'est-à-dire les deux peuvent arriver quelque part. Alors ils sont toujours dépendants. En effet, parce qu'on a probabilité de A inter B dans ce cas qui vaut 0, parce que les deux choses sont incompatibles. Mais probabilité de A fois probabilité de B, bah, c'est différent de 0. Et donc ça veut dire qu'on n'a pas égalité, et donc ça veut dire qu'ils sont dépendants. Alors, autre petite remarque, l'événement grand oméga, il est indépendant de tout événement A, puisque si on fait probabilité de A inter oméga, bah, c'est égal à vu que A est inclus dans oméga, ça fait probabilité de A. Ce qui est égal à probabilité de A fois 1. Ce qui est égal à probabilité de A fois probabilité de oméga. Donc oméga est indépendant de tout événement à cause de ça. Alors petite remarque. Faut être méfiant avec la notion d'indépendance. Deux événements peuvent intuitivement sembler indépendants. Alors souvent ça veut dire que l'intuition est fausse, hein. Ça veut dire qu'on se trompe intuitivement, sans pour autant l'être après calcul. Alors des fois, c'est là où vraiment, souvent, faut poser les choses de manière rigoureuse pour vérifier qu'on ne se trompe pas. Par exemple, considérons l'expérience suivante. 4 lots sont répartis entre 5 personnes, P1 jusqu'à P5, de la façon suivante. Chaque lot est attribué par tirage au sort d'une personne parmi les 5. Donc ça veut dire, le premier lot, je regarde dans les 5 personnes et j'en prends une au hasard. Deuxième lot, je regarde à nouveau dans les 5 personnes et j'en tire une au hasard. Donc ça veut dire que la personne qui avait déjà reçu le premier lot, peut-être qu'elle va aussi recevoir le second lot. Et ainsi de suite. Donc chaque lot, je prends parmi les 4 personnes une personne au hasard et je lui donne le lot. Donc l'univers grand oméga de cette expérience aléatoire, c'est l'ensemble des listes de 4 éléments de P1, de l'ensemble P1, P5. Alors une liste de 4 éléments, pour ceux qui ne voient pas, c'est ce qu'on appelle un quadruplet. C'est-à-dire, alors les couples par exemple, c'est les deux uplets. C'est-à-dire le premier terme, on a un premier terme et un deuxième terme. Là, on a une liste de 4 éléments. Donc on va avoir un premier élément qui va être dans P1 jusqu'à P5, un deuxième élément qui va être dans P1 jusqu'à P5, un troisième élément qui va être dans P1 jusqu'à P5, et un quatrième élément qui va être dans P1 jusqu'à P5. Sauf que, à la différence des ensembles, les listes vont être quelque chose d'ordonné. C'est-à-dire la liste P1, P1, P2, P1 est différente de la liste P1, P2, P1, P1. Même s'il n'y a que du P1 et du P2 dans les deux, le fait que j'ai changé l'ordre, et ben ça joue dans une liste. C'est là la grosse différence par rapport aux ensembles. Donc on verra plus ça en détail dans le dénombrement. Donc combien est-ce qu'il y a de telles listes? Donc pour le premier terme de la suite, de la liste, j'ai 5 choix possibles, parce que je peux choisir dans l'ensemble des éléments de P1 jusqu'à P5. Pour le deuxième terme, j'ai encore 5 choix. Le troisième terme, j'ai encore 5 choix. Le quatrième terme, j'ai encore 5 choix. Donc en tout, j'ai 5 x 5 x 5 x 5 choix. Et donc le nombre de listes de 4 éléments de l'ensemble P1 jusqu'à P5, il y en a 5 puissance 4. Donc nous ici, en fait, en répartissant les lots, finalement, je choisis une de ces 5 puissance 4 listes. Alors, pour tout cas appartenant à 1 à 5, notons E indice petit k, l'événement décrit par la personne PK ne reçoit aucun lot. L'événement grand E indice petit k, les événements EK, la question c'est est-ce qu'ils sont indépendants? Donc c'est est-ce que si la personne 1 ne reçoit pas de lot, est-ce que ça influence la probabilité que la personne 3 ne reçoive aucun lot? Et la réponse c'est en fait ces événements ne sont pas indépendants et en fait ils vont être dépendants. En effet, soit H et K distincts compris entre 1 et 5. L'événement EK
est constitué des 4 éléments de l'ensemble P1 jusqu'à P5 exclu PK. C'est-à-dire, il y en a 4 puissance 4. Donc l'événement E4, EK en fait c'est quand est-ce qu'on a EK? Et ben c'est à chaque fois qu'on a une liste de 4 éléments où aucun des 4 éléments n'a pris en compte la personne K. Parce que si je fais ma liste de 4 éléments où le premier lot je le donne à une personne mais qui n'est pas PK, le deuxième lot je le donne à une personne mais qui n'est pas PK, le troisième lot je le donne à une personne qui n'est pas PK et le quatrième lot je le donne à une personne qui n'est pas PK, c'est-à-dire à chaque fois je crée ainsi une liste de 4 éléments qui est dans l'ensemble donné ici, c'est-à-dire l'ensemble des P1 des PI jusqu'à de 1 alors à 5, de I alors de 1 à 5 exclut le PK qu'on a défini. Et donc ici c'est un ensemble à 4 éléments en fait. Et donc il y a 4 puissance 4 telles P-list. Enfin telles 4 listes. Donc avec la probabilité qui répartit P sur oméga, on a alors probabilité de EK, c'est 4 puissance 4 divisé par 5 puissance 4. Et donc, et de même si on prend un autre indice H différent de K et lui aussi compris entre 1 et 5, on a la probabilité de EH qui est égale à 4 puissance 4 sur 5 puissance 4. Par ailleurs, alors maintenant la question c'est l'événement EK inter EH, c'est-à-dire je n'ai donné de l'eau ni à la kème personne ni à la hème personne. Et ben il est composé de quelle liste? Il va en fait être composé des listes à 4 éléments de l'ensemble P1 jusqu'à P5 exclu PK et PH. C'est-à-dire c'est toutes les listes qui n'ont ni la personne K ni la personne H. C'est-à-dire je donne mes 4 cadeaux, mais à chaque fois je ne donne ni à K ni à H, chaque cadeau. Et donc ce nombre de listes, et ben même raisonnement, il y en a 3 puissance 4. Et donc probabilité de EK inter EH c'est 3 puissance 4 sur 5 puissance 4. Et probabilité de EK fois probabilité de H c'est 4 puissance 4 fois 2. Non, 4 puissance 4 fois 4 puissance 4, désolé. Ce qui est différent de 3 puissance 4. Et donc on a probabilité de EK inter EH qui est différent de probabilité de EK fois probabilité de EH. Hop là, voilà. Et on en conclut que ces événements sont dépendants. Alors là, on a montré leur dépendance de 2 événements. On peut étendre ça à n événements. A1 jusqu'à AN sont dits mutuellement indépendants lorsque pour toute famille d'indices K inclus dans un N, probabilité que l'intersection pour K appartenant à K des AK est égale au produit, donc ça c'est le symbole produit, pour K appartenant à K des probabilités de AK. C'est-à-dire que la probabilité de l'intersection des événements est égale au produit des probabilités. Et dans ce cas-là, on dit, si ça c'est vrai pour toute famille d'indices K inclus dans un N, c'est-à-dire pour tout sous-ensemble de la famille, la probabilité de l'intersection des éléments de ce sous-ensemble, c'est égal au produit des probabilités des éléments de ce sous-ensemble. Mais je parle ici du sous-ensemble de la famille. Alors ici, il faut pas... Alors, notion très importante, il faut pas confondre l'indépendance de n événements avec l'indépendance 2 à 2. C'est-à-dire A1, A2 jusqu'à AN sont dits 2 à 2 indépendants lorsque pour tout IJ vérifiant 1 plus petit que I plus petit que J plus petit que N, probabilité de AI inter AJ est égale à probabilité de AI fois probabilité de AJ. En effet, en fait, la notion ci-dessus, elle est beaucoup plus contraignante que la notion ici. Pourquoi? Parce qu'ici, en fait, je fais juste... les événements, je les compare juste 2 à 2. C'est-à-dire, je compare I et J, avec I différent de J, et je les compare tous 2 à 2. Mais ici, mon ensemble K, peut-être qu'il a plus... Il peut avoir 2 indices, mais il peut avoir 3 indices, il peut avoir 4 indices, il peut avoir, si n est plus grand que 1000, il peut avoir 1000 indices. Et donc, pour dire qu'ils sont mutuellement indépendants,
faut vraiment que toutes les intersections qu'on peut former entre les événements, vraiment toutes les intersections possibles qu'on peut fabriquer, et ben respectent la propriété. Tandis qu'ici, c'est vraiment juste les intersections 2 à 2. Alors, la remarque ici, c'est que des événements mutuellement indépendants, donc c'est des événements qui sont indépendants de cette manière-là, sont aussi indépendants 2 à 2. En effet, il suffit de prendre les parties grand K et grand K, inclus dans N, qui sont juste composées de 2 éléments. C'est-à-dire, si on prend juste les parties grand K composées de 2 éléments, et bien finalement, on peut montrer cette propriété-là. Parce qu'on a appris ici, en prenant les I et les J tels que 1 plus petit que I, strictement plus petit que J, plus petit que N, en fait, on a juste pris l'ensemble des parties grand K à 2 éléments, tels que K est inclus dans un N. Mais la réciproque est fausse. Il suffit de considérer, pour le lancer de 2 pièces de monnaie, bien équilibré, les événements A, on obtient pile au premier lancer, et B, on obtient pile au second lancer, et C, on obtient le même côté aux 2 lancers. Alors, à l'aide d'un arbre, vous pouvez vérifier que la probabilité de A, c'est la même chose que la probabilité de B, qui est la même chose que la probabilité de C, qui est égale à 0,5. Alors, pour obtenir pile au premier lancer, bon bah c'est 1 sur 2. Obtenir pile au second lancer, c'est 1 sur 2. Et la probabilité d'avoir le même côté aux 2 lancers, et ben, il y a les issues possibles, c'est pile pile et face face. Donc ça fait 2 issues. Enfin, les issues dans C, c'est pile pile et face face. Ça fait 2 issues sur 4 issues qui sont pile pile, pile face, face face, face pile. Donc ça fait 2 sur 4, ce qui fait bien 1,5. On a aussi probabilité de 1 inter B. C'est égal à probabilité de 1 inter C qui est égal à probabilité de B inter C qui est égal à 0,25. Donc là on peut le vérifier comme ce qu'on faisait d'habitude. Et donc A, B et C sont 2 à 2 indépendants. Et pourtant la probabilité d'avoir et A, et B et C, elle est juste égale à 0,25. Tandis que probabilité de A fois probabilité de B fois probabilité de C est égale à 0,125. Donc A, B et C ne sont pas mutuellement indépendants. Ils sont 2 à 2 indépendants, mais ils ne sont pas mutuellement indépendants, parce que la probabilité de toute l'intersection de A, B et C n'est pas égale au produit de probabilité de A, probabilité de B et probabilité de C. Alors exercice, petit exercice, soit A et B deux événements indépendants. La question c'est est-ce que A bar et B bar sont aussi indépendants? Et est-ce que A bar est indépendant avec B? Alors on va d'abord commencer à répondre à la seconde question. Donc souvent ce qu'il faut se dire quand on a du A bar, c'est que probabilité de A bar, c'est probabilité, et c'est 1 moins probabilité de A. Donc ça souvent c'est une formule pratique. Alors ici, la question c'est est-ce que probabilité sachant B de A bar c'est égal à probabilité de A bar? C'est ça notre question, pour dire que les deux événements sont indépendants. Donc probabilité sachant B de A bar, c'est égal à 1 moins probabilité sachant B de A. Ça on l'avait vu plus tôt dans le cours sur les probabilités conditionnelles. Voilà. Ce qui est égal à 1 moins probabilité de A. En effet, parce que A et B sont indépendants. Et donc ça, 1 moins probabilité de A, c'est probabilité de A bar. Donc, A bar et B sont indépendants. Maintenant, il suffit de passer à l'événement contraire de B pour obtenir une réponse affirmative à la première question. En effet, probabilité de A bar inter B bar, c'est probabilité de là A bar inter B bar en termes ensemblistes, c'est la même chose que parler du complémentaire de la réunion. C'est complémentaire de A union c'est complémentaire, c'est-à-dire bar de A union B, ce qui est égal à 1 moins probabilité de A union B, ce qui est égal à 1 moins probabilité de A moins probabilité de B plus probabilité de A inter B, ce qui est égal à 1 moins probabilité de A moins probabilité de B plus, ici parce que A et B sont indépendants, probabilité de A fois probabilité de B. Et en vertu de l'identité 1 moins x moins y plus xy, c'est 1 moins x fois moins 1 moins y. Ça fait probabilité de A bar inter B bar. C'est égal, ici on peut remarquer que ça fait 1 moins probabilité de A fois 1 moins probabilité de B. Ce qui fait bien probabilité de A bar fois probabilité de B bar. Et donc on en conclut que A bar et B bar sont indépendants.
Alors voilà, ça c'était pour la définition d'indépendance sur les événements, d'événements indépendants. Alors en fait, le but de cette définition, donc ça c'est une définition de base qui est pratique, hein, ça peut arriver de l'avoir en exo, mais le but après c'est vraiment de définir l'indépendance de variables aléatoires. Alors là, petit souvenir, donc déjà, qu'est-ce qu'une variable aléatoire? On rappelle qu'une variable aléatoire c'était une application de grand oméga, c'est-à-dire notre univers, dans R. Et c'était une application telle que l'image de oméga par cette application était de cardinal fini, parce que ici, en terminal, on va que se placer dans des cas finis. Alors soit x et y, deux variables aléatoires définies sur un univers oméga, tels que grand X de oméga et grand Y de oméga, soient finis. Notons x1 et jusqu'à xn et y1 jusqu'à yp les valeurs que prennent grand X et grand Y, c'est-à-dire l'ensemble x1 composé des éléments de x1 jusqu'à xn, c'est l'image de x par oméga, c'est-à-dire c'est grand X de oméga. Et pareil pour y avec y1 jusqu'à l'ensemble des y1 jusqu'à yp. Alors ici, c'est quelque part, c'est les valeurs réelles que x et y peuvent prendre quelque part. Ça, c'est l'ensemble de toutes les valeurs que x et y peuvent prendre si on considère toutes les issues pour oméga. On dit que grand X et grand Y sont des variables aléatoires indépendantes lorsque, pour tout i appartenant à un n et pour tout j appartenant à un p, les événements grand X est égal à petit xi et grand Y est égal à petit yj sont indépendants. Alors là, juste, je rappelle, ce qu'on notait grand X est égal à petit xi, en fait cela, ce n'est pas un égal, c'est une notation, il faut bien s'en rappeler. Cela désigne l'ensemble des antécédents par la fonction grand X, du nombre réel petit xi. C'est-à-dire ça désigne l'ensemble des issues sur oméga tel que grand X de cette issue est égal à petit xi. Donc en fait ceci désigne un ensemble, un sous-ensemble de oméga, c'est-à-dire ceci désigne un événement. Et ceci désigne aussi un événement de oméga. Et donc ici, on dit que grand X et grand Y sont des variables aléatoires indépendantes. Si pour tout i appartenant à n et pour tout i j appartenant à p, ces événements-là sont indépendants. C'est-à-dire les valeurs, les événements qui font que les valeurs prises par grand X, ça tombe sur un xi, et les valeurs prises par grand Y, enfin, et que grand Y tombe sur yj, et ben ces deux événements-là sont indépendants systématiquement pour n'importe quel couple xi et xi-yj. Donc dans ce type de situation, où deux variables aléatoires sont en jeu, il peut être utile de dresser un tableau à deux entrées. Alors petit exemple, on lance deux dés bien équilibrés. On note grand S la somme des résultats obtenus et grand P le produit. Donnez sous forme de tableau la loi de probabilité du couple SP. Donc ça va être la première question. Deuxième question, les variables aléatoires S et P sont-elles indépendantes? Ça va être la deuxième question. Alors, d'abord, on va dresser deux petits tableaux donnant les différentes possibilités des sommes et des produits. Donc, mon univers oméga, il est en fait composé de 36 possibilités. C'est pour ça que j'ai un carré à chaque fois. Avec ici, ça représente le premier dé, le deuxième dé. Et en fait, toutes les cases représentent toutes les possibilités. C'est-à-dire représentent tout oméga. Ici, c'est le couple 1-1, le couple 1-2, le couple 1-3. C'est-à-dire, j'obtiens 1 au premier dé, j'obtiens 1 au deuxième dé, j'obtiens 1 au premier dé, j'obtiens 2 au deuxième dé, et ainsi de suite. Donc ici, je vais noter la somme dans chacune des cases. Donc ici, on voit de 2 jusqu'à 12. Ici, je vais noter le produit. Donc ici, on va de 1 jusqu'à 36 et il y a sûrement des nombres qu'on doit sauter dans l'affaire. Genre 7, par exemple. 7, ben, il est premier, donc il n'est pas égal au produit de deux nombres entre 1 et 6. Alors maintenant, quelle va être la loi du couple SP? Et bien maintenant, il faut noter toutes les sommes possibles et tous les produits possibles. Alors quelle est la probabilité d'avoir une somme qui est égale à 2 et un produit qui est égal à 1? Bah ça c'est 1 sur 36, parce que si j'ai 1 et 1,
et ben c'est le seul cas où la somme est égale à 2, et c'est aussi le seul cas où le produit est égal à 1, donc ça fait bien 1 sur 36. Par contre, si la somme fait 2, et ben le produit ne peut jamais être égal à 2. En effet, si la somme fait 2, ça veut dire que j'ai forcément 1 et 1, enfin 1 fois 1, ça fait 1. Donc ici, j'ai que des zéros. Puis bon, on peut dresser le tableau partout, alors on va pas faire tout le tableau, hein, mais voilà, on peut faire le tableau partout dans l'idée. Alors ici, maintenant qu'on a le tableau, on peut dire que les variables aléatoires S et P ne sont pas indépendantes. Alors, en effet, pourquoi? Regardons la probabilité de l'événement. La somme est égale à 2 et le produit est égal à 2. C'est-à-dire la probabilité de grand S égale 2, inter, grand P égale 2. C'est-à-dire la probabilité de l'ensemble des issues telles que pour cette issue, la somme est égale à 2 et le produit est égal à 2. Et ben la probabilité de cet événement, c'est S égale à 2, probabilité et produit est égal à 2, ben c'est 0. Or, probabilité que S soit égal à 2, la probabilité que la somme soit égale à 2, et ben c'était 1 sur 36. Et la probabilité que le produit soit égal à 2, c'était 2 sur 36, parce qu'il y a 1, 2 et 2, 1 comme couple possible. Donc ça fait 1 sur 36 fois 2 sur 36 qui est différent de 0. Et donc ici, on a montré que les variables aléatoires S et P ne sont pas indépendantes, c'est-à-dire sont dépendantes. C'est-à-dire connaître la somme joue sur le fait de connaître le produit, et connaître le produit joue sur le fait de connaître la somme. Voilà. Et donc voilà, ici vraiment pour montrer que des variables aléatoires sont indépendantes, la définition, elle se base vraiment sur la définition d'indépendance sur les événements. Et en fait ici, il faut juste montrer que tous les événements qui sont en fait les antécédents par nos fonctions grand X et grand Y des nombres réels petit xi et petit yj, et ben que ces événements-là sont indépendants de Z2. Donc ça, c'est vraiment l'idée d'indépendance de variables aléatoires. Or, bien sûr, par la suite, on partira pas de la définition pour tous les tous les exoa. Donc voilà pour cette notion d'indépendance d'indépendance. Et donc je vous invite à nouveau à vous inscrire sur learnian.net pour regarder l'ensemble du cours de terminale. Et bientôt on va faire la 5e partie de ce chapitre où on va modéliser quelques expériences de probabilité et faire quelques schémas. Donc à bientôt sur learnian.net pour une nouvelle vidéo. Salut!